Bonsoir à tous, contente de vous retrouver après un mois d'absence à la télévision nationale guinéenne et bienvenue en direct dans votre émission Docteur Dites-moi tout. Aujourd'hui, nous allons parler de la mortalité maternelle. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. Selon les statistiques fournies par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, environ 830 femmes meurent chaque jour de décès pendant l'accouchement ou pendant la grossesse. Je répète les statistiques, selon l'OMS, environ 830 femmes meurent chaque jour par suite d'une cause qu'on pouvait éviter pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. Et selon les mêmes statistiques, 99% des femmes de ces décès sont uniquement enregistrées dans les pays en voie de développement. Et qu'en est-il par rapport à la Guinée? Est-ce que les statistiques sont en nette évolution ou en baisse? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure avec notre invité, Dr Sidibé, ici sur ce plateau. Et dans cette émission, nous ferons également zoom sur l'actualité sanitaire en République de Guinée. Vous le savez, le dossier des quintuplés aux dernières nouvelles, Mawasouma a rejoint en tout cas l'un des hôpitaux spécialisés de Casablanca au Maroc pour poursuivre ses soins. En tout cas, merci de renouer votre fidélité à la télévision nationale guinéenne. Et content de vous retrouver et bienvenue dans cette émission en direct si vous nous rejoignez dans cette émission. Docteur, dites-moi tout. Sur ce plateau, je reçois Dr Sidibé Manyeuf Moro. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes gynécologue accoucheur et je précise aussi que vous êtes spécialiste en sexualité, stérilité et échographie. Bienvenue en tout cas dans cette émission. D'entrée de jeu, première question, pourquoi la mortalité maternelle est-elle un véritable problème pour la Guinée et surtout en Afrique? 724 pour 100 000 naissances, c'est le taux de mortalité maternelle actuel en Guinée. Alors qu'il y a quelques années, en 2001, j'étais au forum à Bamako, il avait été déclaré que le taux de mortalité maternelle de la Guinée était de 670 pour 100 000. En 2001. Donc, vu ces deux chiffres, nous n'avons pas évolué. Et ça veut dire? Ça veut dire que le taux ne fait que croître. Ce que je veux vous dire, madame, vous savez, une femme qui meurt ensuite de couche, c'est une personne saine qui décède. C'est comme si une voiture renversait quelqu'un dans la rue qui décède. Donc vous imaginez, 724 femmes pour 100 000 meurent chez nous. C'est énorme. C'est un drame. En tout cas, l'OMS l'a dit, les statistiques, ces décès enregistrés sont beaucoup centrés en Afrique, surtout dans les pays en voie de développement. Oui, le chiffre que vous avez donné là, 830 femmes qui meurent chaque jour, c'est vrai que 99% sont dans le tiers-monde. Tiers-monde, pourquoi? C'est de ça que nous allons parler peut-être. La mortalité maternelle a existé dans les pays en voie de développement. Ils ont lutté, ils ont trouvé les moyens qu'il faut, et ils ont fini par juguler ce problème-là. Nous allons voir que pour la mortalité maternelle, il y a des problèmes liés à la médecine, mais il y a d'autres problèmes qui sont socio-culturels. Donc c'est tout un ensemble, il faut lutter contre tous ces problèmes pour pouvoir régler ce point de mortalité maternelle. Et puisque vous parlez déjà des problèmes, des causes, et pourquoi, qu'est-ce qui explique cette augmentation, surtout dans notre pays? Pourquoi il y a cette augmentation excessive du taux de mortalité? Mais le problème, c'est ce que je vous dis là. Il y a des raisons médicales qui sont connues. On vous dira que c'est les hémorragies. Pendant l'accouchement? Pendant l'accouchement, des hémorragies postpartum, comme on l'appelle dans notre jargon. On vous dira que c'est les infections. Après, avant l'accouchement, on vous dira
que c'est les complications de l'hypertension artérielle. Hein. Donc, on doit vous dire aussi, c'est les dystocies. Tous ces problèmes sont connus, c'est bien répertorié. Mais on n'arrive pas à les régler. Pourquoi? Parce que pour régler les problèmes médicaux, il faut qu'il y ait d'abord l'équipement, il faut qu'il y ait la formation, il faut qu'il y ait l'organisation. Vous voulez dire par là qu'il n'y a pas de formation? Et il faut relever le niveau. On a des médecins professionnels, voilà, bien formés, qualifiés. Voilà, il faut relever le niveau et il faut qu'il y ait une formation continue. Je ne peux pas vous dire exactement combien de spécialistes sortent chaque année de nos facultés ici, mais lorsque vous prenez un hôpital régional comme l'hôpital de Cancan, vous n'avez pas plus de gynécologues pour toute la région. Donc ça veut dire que vous êtes le seul, parce que vous me l'avez dit, vous avez une clinique à Cancan. Oui, mais il y a l'hôpital régional qui est l'hôpital de référence pour toute la région de Cancan, où il n'y a que de gynéco, c'est peu. L'accès aux sources, voilà, sanitaires. Ailleurs, pour un hôpital qui fait 1500 accouchements par an, il faut au moins 5 gynécologues, au minimum, pour régler le problème. Donc il y a ce problème de personnel, il y a aussi la qualification du personnel. La qualification personnelle, il ne faut pas qu'on se contente de formation locale, il faut donner la possibilité aux spécialistes de chez nous d'aller évoluer ailleurs. D'ailleurs, lorsque vous prenez en Europe pour que quelqu'un soit agrégé, il va se former là, et puis on lui demandera toujours d'aller ailleurs. Il doit partir dans un autre pays. Si c'est la France, il doit aller au Canada, aller aux États-Unis. Après tes études, après la formation, aller travailler dans ces pays-là, revenir. Ceci est vivement conseillé. Donc, dans les formations, il faut qu'on donne la possibilité aux gens de partir, se former un peu plus ailleurs. C'est important. Donc, lorsqu'il y a la formation, il y a l'équipement. L'équipement, c'est important. Lorsque moi, je suis arrivé en Guinée, j'ai été engagé par une ONG pour aller travailler à Cancan, justement pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile. À l'époque, je devais aller à Cancan comme expert, faire un constat. Parce que le taux de mortalité était très élevé à Cancan. Il était de 5%. C'est-à-dire qu'on ne parlait même plus de pour 100 000, on parlait pour cent. De 5%. Voilà. Et donc, lorsque j'y allais, au bout de 2 semaines, lorsque j'ai constaté ce qui se passait, j'ai mis la main à la pâte, j'ai commencé à travailler moi-même. Et j'ai demandé à ce que je vienne avec certains équipements. J'ai demandé un échographe. Ils disent non, mais il ne faut pas créer de besoins qui n'existent pas. J'ai dit, mais écoutez, pour bien travailler, là où je travaillais, ça c'était un outil indispensable. Donc j'ai pris le mien qui était sur moi, je suis venu. Et c'est en 1998 qu'on a eu le premier échographe que j'ai ramené dans l'hôpital de Cancan. Et je vous assure que c'était un objet de curiosité. Les médecins venaient voir, tout le monde venait, tout ça. En tout cas, quelle autre vous parlez de manque d'équipement, personnel non qualifié, autre cause qu'on pourrait énumérer? En dehors, au niveau des hôpitaux, hein, donc je vous ai dit, il y a ce manque, il y a l'organisation même des hôpitaux. Actuellement, le système, lorsque je suis arrivé à Cancan, le système de garde qui était en place ne me permettait pas d'avoir de personnel suffisant tout le temps à l'hôpital. Alors que des services de gynécobstétrique, c'est des services où il faut des personnels suffisants 24 heures sur 24. Et alors, ce qui veut dire que, qu'est-ce qu'il faut? La femme en grossesse, par exemple, doit être suivie? Oui, ça c'est en amont. Vous savez, lorsqu'on parle des accidents qui arrivent à l'hôpital, c'est des accidents qu'on peut prévoir. C'est ce qu'on appelle les CPN. Lorsque les femmes sont suivies correctement, il y a beaucoup de choses qu'on peut détecter qui peuvent faire que l'on anticipe sur les problèmes de l'accouchement. Si une femme a, admettons tout simplement, un très gros bébé et un petit bassin, on détecte ça pendant les CPN et on prend des précautions pour trouver d'autres moyens pour faire accoucher cette femme sans complications. Je ne vais pas rentrer dans les gros jargons, je vais parler simplement pour que tout le monde comprenne. Plus simple en tout cas pour les téléspectateurs. Voilà. Donc, je n'ai pas de disproportion photo-maternelle, tout ça c'est gros. J'ai dit, si il a un gros bébé, on le saura pendant les CPN, pendant les consultations prénatales. Ça aussi, je vais donner l'explication. Lorsqu'on se rend compte, une femme qui n'a jamais accouché, qui a un très gros bébé, qui a un petit bassin, qu'est-ce qu'on va faire? On programme cette femme pour une césarienne bien avant même qu'elle ne rentre en travail.
Mais et si cette dame est en ville, elle n'a jamais été suivie, elle va faire son travail, elle va contacter pendant des heures et des heures, le bébé ne peut pas descendre, il va souffrir au moment où on va l'amener. Peut-être que l'utérus est fatigué, il est surdistendu, si elle ne fait pas de rupture, c'est des problèmes après lorsqu'on la prend en charge. Mais Donc, le véritable problème ici, c'est quoi? Est-ce que c'est seulement le manque d'équipement? Parce que le ça, peu d'équipement qu'on a sous la main, on peut oui, mais travailler avec. le manque d'équipement, le peu d'équipement, on peut travailler avec. Le problème, il n'est pas là. C'est-à-dire, il faut le matériel qu'il faut pour bien faire. On ne dit pas le peu. En matière de médecine, on ne peut pas se contenter de cela. Si on veut faire la bonne médecine, on va parler des quintuplés qui sont partis là. Si on avait un bon service de réanimation néonate ici, ils ne seraient pas Et partis. ils seront en tout cas pris Ben, il en ne sera charge pas ici. parti. Donc il y a un minimum, il faut être au diapason. Si on veut bien faire les choses, il faut être au même diapason que les autres. Vous Puisque vous imaginez? parlez de l'hôpital, en tout cas de Cancan, vous avez parlé de l'hémorragie pendant l'accouchement. Qu'est-ce qui manque dans nos hôpitaux aujourd'hui? On ne peut pas arrêter l'hémorragie pendant l'accouchement lorsqu'il y a saignement, par exemple. Quel est le véritable problème Mais madame, pendant... je vais vous dire une chose qui est très simple. Ailleurs, j'ai travaillé pendant 15 ans en France. Toutes les femmes qui viennent, qui rentrent dans une salle d'accouchement, on leur met une voie d'abord. Une voie d'abord, c'est quoi? On leur place une perfusion. Automatiquement. Ça, c'est déjà un geste qui prévoit si cette dame-là, Gratuitement. qui est sous perfusion, Gratuitement. se met à saigner, on ne va plus s'affoler pour chercher sa veine, ceci, cela. Il y a déjà une veine. Le point, c'est de trouver du sang, mettre et tout ça. Mais ici, allez dans les salles d'accouchement. Vous verrez combien de femmes en train d'accoucher avec une voie d'abord. Mais si cette femme, après avoir accouché, se met à saigner, hein, ce qui est imprévisible, hein, C'est un véritable bon, problème. ben, écoutez, madame, il arrive des fois où pour retrouver la veine, on s'affole à ce moment et tout, ça devient difficile. Donc, il y a Donc, besoin. donc il y a certaines, c'est des B à bas, c'est des trucs tout simples. Lorsqu'on fait un kit, on dit maintenant on a des kits. On fait des kits de césarienne, on fait des kits d'accouchement. Il faut prévoir un soluté pour chaque accouchement. Déjà, ça c'est déjà une prophylaxie. Donc, il y a Bon, besoin il y de... a besoin de tout ça. Donc, derrière ça, bon, ben, il y a autre chose, il y a plein d'autres trucs qu'il faut avoir comme matériel, comme médication et tout, pour lutter Les contre les médicaments hémorragies. Voilà, contre les hémorragies, il faut que tous ces médicaments-là soient disponibles dans et les tout le temps. hôpitaux. Et tout le temps. Parce que c'est vraiment difficile qu'une femme est en train d'accoucher. Tout de suite, on a besoin d'un produit. Il faut courir tout de suite à la pharmacie. Dans la proximité des médicaments, ce que vous voulez parler. Vous savez, le travail d'une femme, on suit le travail. Il y a un monitorage. Hein. Au début, on capte, on met normalement. Il y a des appareils qu'on met sur le ventre de la femme. On suit le bébé, on suit les contractions de la femme. Mais on ne peut jamais dire Ce qui comment va arriver. Voilà. Donc vous surveillez, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, on remédie. C'est ça le problème. Donc il faut être prévoyant. C'est tout simplement ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres problèmes qu'on pouvait parler de rétention d'informations dans nos hôpitaux? Ben, rétention d'informations, c'est-à-dire... Lorsqu'on parle, par exemple, du dossier des quintuplés qui viennent de partir, parce que les femmes ne sont suivies, et lorsque elle était enceinte, il n'y a pas eu évolution d'information. On a attendu jusqu'à 6 mois pour qu'elle soit évacuée. Il y a une certaine... Oui, bien sûr. Bon, moi, je n'ai pas de langue de bois là-dessus, mais c'est sûr que les quintuplés, ce n'est pas 5 mois qu'on les détecte. En tout cas, Tout- on va revenir sur ce Voilà, dossier. on reviendra On parlait dessus. tout à l'heure des causes de mortalité. Et lorsqu'on parle de mortalité maternelle, est-ce que vous pouvez revenir un peu et quelles sont les différentes... Pour résumer tout ça, je vais vous prendre un exemple. Je suis arrivé ici en 98. J'arrive 2 semaines plus tard, on m'annonce que j'ai ma propre jeune sœur qui est en travail à Yazdine. Je suis allé là-bas pour la voir. J'arrive, je la trouve sur un brancard à la rentrée du bloc opératoire. C'était en 98. Peut-être que les choses ont évolué, madame. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, ah, on est là, on attend que son mari paye pour qu'on fasse la césarienne. Je dis, mais... Et ma sœur, elle avait déjà subi 2 césariennes. Donc c'était la 3e. C'était une césarienne itérative. Normalement, c'est une césarienne qu'on fait même avant le travail, qui ne doit pas attendre parce qu'il y a beaucoup de risques. L'utérus surfragilisé, il peut y avoir des ruptures, il y a plein de problèmes. Alors que cette femme-là attend là
pour des raisons de paiement, j'ai trouvé ça catastrophique. Et lorsque je suis venu, les gens se sont affolés. Ils m'ont vu à tout ça, elle a été mise au bloc. Je suis rentré avec, j'ai suivi l'intervention et quand on fait la césarienne, le bébé sort, on dit le bébé ne pleure pas, il pleure pas. Bon, ben, il est resté dans un coin, mais heureusement j'étais avec une personne qui était du corps médical, qui avait suivi tout comme moi et qui était venue inspecter la salle et tout. Elle s'est jetée sur le bébé, elle est allée chercher tout de suite, elle a demandé des tubulures, elle a commencé à aspirer le bébé, elle a demandé s'il y avait... Elle a réveillé ce bébé. Et bon, ben, à l'époque, moi, je suis allé, lorsque j'ai commencé, quand les enfants naissaient, on disait, ah, c'est un mort-né, il ne crie pas. Tout le monde regardait. Je me rappelle, j'étais en France, il y a eu un film en 95, sorti ici, on appelle Autopsie d'un hôpital africain. Et ce film avait été traité à Donka. Pendant ce film, on a sorti la maternité du CHU, où un bébé avait été extrait par césarienne. Ce bébé, il aurait animé 10-15 minutes. Après. Ça a été un scandale lorsque nous avons vu ça. On le tapait les fesses, on soufflait par les narines et tout. Mais c'était une médecine je ne sais pas de quel siècle. En tout cas, docteur, on parle de cause de mortalité maternelle. Nous l'avons dit, en tout cas, en début de l'émission. Nous ferons un grand zoom, en tout cas, sur le dossier des quintuplés. Vous parlez de ça tout à l'heure. Nous allons faire zoom, en tout cas, sur le dossier des quintuplés. Et comment, quelle explication on peut fournir à ces quintuplés, à la grossesse multiple? Qu'est-ce qui a provoqué ça, docteur? Donc, aujourd'hui, nous parlons spécialement, en tout cas, de ce dossier des quintuplés. Mawa Souma qui a rejoint, en tout cas, l'hôpital de Casablanca. Quelle explication on peut fournir à la grossesse multiple? Vous savez, les grossesses multiples, là où il y a des statistiques sûres, en France, c'est 2%. Mais ça a doublé ces dernières 20 En tout cas, on va suivre tout à l'heure le reportage. Voilà, les 20 ans qui viennent de passer, ça a doublé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un phénomène important qu'on appelle PMA, la procréation médicalement assistée. Hein? Ça, c'est le traitement des stérilités, des personnes qui viennent, qui ne peuvent pas faire d'enfants. La technique a évolué. On a pu maintenant faire des fécondations in vitro. C'est-à-dire, on prend l'ovule de la femme, on prend le spermatozoïde de l'homme, on les met ensemble. Lorsque l'embryon est constitué, on va placer dans l'utérus de la femme. Ça, c'est lorsque les voies normales, la fécondation se faisant normalement, les trompes ne sont plus perméables pour permettre que l'œuf vienne se fixer dans l'utérus. Donc, on a inventé cette technique. Et cette technique, qu'est-ce que ça a favorisé? Ça a favorisé les grossesses multiples. Tout ça pour deux raisons. D'abord, les médicaments qu'on donne pour stimuler, on stimule d'abord les ovaires de la femme pour donner beaucoup d'ovules. Parce que normalement, au cours d'un cycle d'une femme, le 14e, c'est un seul ovule qui est pondu. Bien qu'au départ, il y a 12 qui commencent à maturer, mais après, il y a une prédominance, il y a un seul qui prédomine. Donc, il y a un seul. Il n'est pas suffisant pour faire la fécondation. Donc, on stimule beaucoup par les médicaments maintenant pour qu'il y ait beaucoup de production. On va ponctionner ces ovules-là. On les fait féconder, donc on a fini par avoir plusieurs embryons. Et on implante toujours au moins 2-3 embryons pour avoir la chance, ces femmes stériles, de faire une grossesse. Voilà. Donc le fait d'implanter 2 ou 3 embryons a favorisé de l'autre côté de pommes de grossesse gémellaire. Il arrive des fois où les 3 se développent. La femme la plus célèbre, qui en a fait 8 aussi, c'était aux États-Unis. Elle s'était fait implanter 6. Bon. Mais il arrive que lorsque il y a beaucoup qui se développent à la fois, là-bas, on détecte tôt si c'est iatrogène, si c'est dû au médecin, on peut faire une réduction embryonnaire. C'est-à-dire on peut aspirer quelques embryons, laisser évoluer un, pour éviter ce gros problème de grossesse multiple. Et lorsqu'on n'arrive pas? Ça évolue. Le risque de la réduction embryonnaire aussi, c'est qu'on peut entraîner un avortement, on peut tout perdre. Donc ce phénomène-là a augmenté le nombre de grossesses multiples par la stimulation, parce que les médicaments la stimulant stimulent beaucoup d'ovules et l'implantation de plusieurs embryons. Mais chez nous, il n'y a pas de fécondation in vitro pour le moment. Mais on stimule les femmes stériles qui ont une dysovulation ou une anovulation. On les stimule par les mêmes produits presque identiques que ceux qu'on utilise pour la fécondation in vitro. Des produits à la pharmacie. Voilà.
Et ces produits aussi entraînent le même phénomène. Il y a plusieurs ovules qui vont se développer à la fois. Est-ce que les médicaments traditionnels aussi entraînent? Peut-être, parce qu'on va voir tout de suite. Dans les causes, vous allez voir que l'alimentation joue un rôle important dans certains pays, comme le Nigeria, où le taux de grossesse gémellaire est le plus élevé du monde. On s'est rendu compte que l'igname qu'on utilise beaucoup là-bas et les patates douces renferment des molécules qui sont similaires justement aux hormones qui favorisent l'ovulation, les oestrogènes dans l'igname. Grossesse jumellaire, voilà. Des jumeaux, voilà. Pour mes téléspectateurs. Voilà. Donc, vous voyez que peut-être que l'indigénat aussi regorge de beaucoup de médicaments. Mais pour l'instant, la science ne l'a pas prouvé. Voilà, on ne sait pas. Donc, pour revenir à cette ovulation multiple, dû aux médicaments qu'on utilise, nous, on utilise ces médicaments ici, pas pour la FIV, parce que pendant la FIV, lorsqu'on entend la production de plusieurs ovules, on les surveille par l'échographie. On fait un monitorage de ces ovules-là jusqu'à savoir quand est-ce qu'il faut les ponctionner. Et ce qu'on fait chez nous, là, on stimule les femmes, elles ne sont pas monitorées. Donc, elles vont développer des fois ces ovules et tout, on ne sait pas. Et puis, à un moment donné, on donne un médicament pour faire la ponte ovulaire. Et ces femmes peuvent faire des risques de grossesse multiple. En tout cas, en Guinée, ce n'est pas une première. Vous avez été l'un des médecins qui a pris contact avec cette femme qui a accouché en 1998 8 bébés. Oui. 8 bébés. En tout cas, chers téléspectateurs, ce n'est pas une première. Je disais tout à l'heure que nous allons faire zoom sur ce dossier des quintuplés. Et nous allons suivre en tout cas ce reportage et nous allons se retrouver juste après. Enceinte de 6 mois, Mawa Souma est dans cet hôpital depuis 9 jours. L'échographie a révélé qu'elle attend 5 bébés. Pour Mawa, l'hypothèse d'un accouchement est vite écartée. Son médecin conseille une évacuation immédiate afin de sauver les futurs bébés et leur maman. Le risque, c'est l'accouchement prématuré. Et si elle accouche prématurément, dans nos conditions de travail actuelles, il est difficile de pouvoir sauver ces enfants-là. Ce qui serait mieux, c'est vraiment de l'évacuer au plus vite que possible dans une structure où elle pourra être prise en charge. Parce qu'il serait vraiment heureux qu'elle accouche quand même ces 5 enfants. Selon le spécialiste, l'opération pourrait s'effectuer dans les hôpitaux spécialisés. Le verdict inquiète Mawa. Son époux est assistant dans une pharmacie de la place. Je suis inquiète parce que l'idée que j'ai en tête actuellement, peut-être moi je vais survivre, mais les enfants non. Parce que le plus souvent, ces genres de grossesse, j'ai appris que ça n'arrive pas à terme. C'est souvent prématuré. Donc moi, ce que je ne demanderais qu'aux personnes de bonne volonté, à l'État, au ministre des Affaires sociales, à la fondation de la Première Dame et l'épouse du chef de file de l'opposition de me venir en aide. Je suis là, je n'ai pas quand même d'espoir. Seulement, depuis hier, c'est à partir d'hier que j'ai eu l'espoir, lorsque j'ai eu vos appels par-ci, par-là. Le dossier des futurs quintuplés guinéens est transmis aux responsables de la santé et de l'action sociale. J'imagine un peu avoir 5 bébés dans le même ventre, ce que ça peut créer comme complication. Nous continuons à approcher le ministère de la Santé pour que les dispositions nécessaires soient prises, quelles que soient les dispositions pour sauver la dame et ses 5 bébés. En attendant sa nouvelle prise en charge, Mawa Souma vit entre l'angoisse et l'espoir de voir ses 5 bébés dans 3 mois au plus tard. De source médicale, c'est la 2e fois que ce phénomène scientifique rare se produit en Guinée. Retour sur ce plateau, vous l'avez suivi, docteur, avec ce dossier des quintuplés. Aux dernières nouvelles, en tout cas, je rappelle, je le disais en début de cette émission, que cette future mère des quintuplés a rejoint en tout cas l'un des hôpitaux de Casablanca au Maroc pour poursuivre ses soins. En tout cas, n'eût été la volonté, l'acte posé par le président de la République, cette dame aurait subi le même sort que de milliers de femmes subissent dans nos hôpitaux, docteur. Oui, cette dame, c'est un cas particulier. Comme vous venez de le dire ici, moi j'ai été en contact donc d'une femme qui avait déjà fait des octuplés. Des octuplés, 8 bébés. Voilà. Cette dame, elle est venue me trouver, je venais d'arriver à l'époque, pour me dire qu'elle était angoissée, elle est inquiète parce qu'elle démarrait une grossesse après avoir fait déjà des octuplés. J'étais étonné. Et effectivement, j'ai demandé, elle m'a sorti maintenant les documents, les photos et tout, comment ça s'est déroulé, elle m'a expliqué tout. Ahurissant.
Déjà, une grossesse spontanée d'octuplé, c'est rare, parce que les octuplés dont je vous parlais tout à l'heure, c'est après fécondation in vitro. Donc, avoir des octuplés de façon 98, spontanée, c'est rare. Et donc, cette dame, elle a accouché dans le village avec une villageoise d'elle-même. Et c'est 17 heures après qu'elle a été transférée dans un centre médical où on n'a pas pu prendre en charge les nouveau-nés qui sont décédés les uns les autres. À leur naissance, 6 criaient spontanément, mais ils étaient tous vivants. Cela résume en gros le problème des grossesses multiples. Ce que craint la dame qui parle là, c'est qu'elle peut accoucher, mais les bébés, le terme auquel elle va accoucher, ce terme est important pour la survie des bébés. En tout cas, il faut les garder le maximum possible dans le ventre de leur maman, sans pour autant attendre qu'ils se mettent à souffrir. Donc, il faut savoir exactement quand est-ce qu'on les sort. Ils ont des poids suffisants pour bien être pris en charge, mais ne pas trop les garder jusqu'à ce que certains problèmes aussi se créent. Donc, c'est là le problème. Ça se résume à avoir maintenant un centre compétent pour élever ces bébés. Cela renvoie en tout cas à nos centres, nos structures sanitaires qui n'ont pas nos médecins bien qualifiés. Le problème là qui s'est posé, c'est que ce qu'on peut se poser comme question, ces grossesses, ils ont été diagnostiquées quand? Dès le début. Bon, selon les informations. Bon. Donc, si ces grossesses avaient été détectées dès le début, c'est dès ce début-là qu'on devait déjà planifier, voir comment gérer. À cela, je parlais de rétention d'informations dans nos hôpitaux. Oui, mais ça, c'est... Rétention d'informations au niveau des médecins. Oui, parce qu'à l'époque, c'était tout au début, si on a diagnostiqué qu'on peut savoir exactement d'ailleurs le nombre de bébés. Parce que faire une échographie tardivement, il faut être sûr qu'il y a 5. Et ça, c'était évident dès le début. À partir du moment où on a diagnostiqué ce fait-là, on devait maintenant faire un plan de prise en charge pour cette femme. En tout cas, ça a été on démarré. n'a pas compris cette rétention d'informations au niveau de son médecin qui a en tout cas su dès le début qu'elle avait 5 embryons. Bon, ben ça, je ne sais pas pourquoi ça a été gardé comme ça jusqu'à ce stade-là. Mais je vous dis que c'est en ce moment qu'on aurait dû faire un plan pour pouvoir gérer ce problème-là, ne pas attendre que ça devienne une urgence, puisqu'à un moment donné, j'ai compris qu'on disait que la femme avait des difficultés respiratoires, qu'elle avait des problèmes qui commençaient. Donc, il fallait prévoir. La médecine vaut mieux prévenir que guérir. Ce jargon est toujours valable. Il se peut que, bon, je vous dis, la dame que moi j'ai vue qui a fait des octuplés, elle a accouché, elle était venue, elle était bien portante, Elle était bien portante. C'est les bébés qu'elle avait perdus. Donc, le gros problème, c'est ces bébés. Et ces bébés, à leur naissance, c'est un problème de néonat, c'est-à-dire de médecins néonatologistes qui prennent ces bébés en charge. Je vous dis, dans des gros services, je pense tout en France, il n'y a que 9 lits de néonat pour toute la région. Parce que c'est une médecine de haut niveau, c'est une médecine... prendre ces bébés en charge, parce que lorsqu'ils vont naître, il y a certains qui seront autonomes. Ceux qui sont autonomes, ils n'ont aucun problème. On va continuer à les alimenter, les soumettre. Il y en a qui ne sont pas autonomes. Ceux qui ne sont pas autonomes, ils ne peuvent pas respirer. Il faut les mettre sous respiration artificielle. Il faut les nourrir. Et puis, il y a beaucoup de complications liées à la prématurité. Donc, prévenir et surveiller ces complications, c'est vraiment lourd. C'est une médecine lourde. Un lit déjà demande beaucoup de personnes, demande beaucoup de choses pour pouvoir élever un bébé comme ça. En tout cas, chers téléspectateurs, nous allons ouvrir le standard tout à l'heure. Vous allez voir le numéro affiché sur votre écran. Vous pouvez nous appeler et pour apporter vos témoignages. Peut-être que vous avez été victime une fois dans un hôpital. Vous pouvez nous joindre. Vous avez des solutions à proposer pour pouvoir lutter contre la mortalité maternelle dans le pays. Veuillez nous joindre sous le numéro qui va afficher dans un instant. En tout cas, cela est déjà affiché. Merci à
à la régie sur votre écran. Appelez-nous, apportez vos solutions. Nous allons continuer. Nous avons suivi ce reportage. Toujours, je reviens sur ça, cette dame qui lançait un cri de cœur. Aujourd'hui, heureusement, elle a été évacuée. Cela renvoie à la formation, je le disais tantôt, à la formation, vous l'avez dit aussi, à la formation de nos médecins, également à l'équipement, au manque d'équipement, à l'accès aux structures sanitaires. Et quelle autre chose on pouvait avoir ici si cette dame restait ici? Qu'est-ce qu'il fallait pour pouvoir l'opérer normalement? Mais vous savez, le problème de suivi de cette dame, ce n'est pas un problème. Sur une grossesse gémellaire, c'est les mêmes choses qu'on suit. La seule différence, c'est qu'à un certain moment, on va les voir plus fréquemment. Parce que plus fréquemment, pour voir s'il y a certaines pathologies liées aux grossesses gémellaires. Par exemple, vous savez, dans les grossesses gémellaires, il y a deux variétés. Il y a les grossesses homozygotes, c'est des grossesses où il y a les dizygotes et les homozygotes. Dans le premier cas, il y a un seul bébé qui, à un certain moment, se divise pour donner deux. Alors, dans l'autre cas, il y a deux qui évoluent comme deux frères et sœurs. Bon, donc, ceux qui évoluent ensemble dans le même sac, qui sont des vrais jumeaux, la séparation peut se faire plus tardivement. Plus la séparation est tard, plus ils se rapprochent. Et ils finissent par devenir des bébés conjoints. Des bébés conjoints, quoi? C'est des frères siamois. Donc, pour ceux-là, ils ont le même placenta. Et le fait qu'ils aient le même placenta, il y a des anastamoses vasculaires qui vont se créer, ce qui fait qu'il y a un qui peut recevoir le sang de l'autre et l'autre donner son sang. C'est le syndrome transfuseur-transfusé. Ce sont les bébés siamois ou ce sont les vrais jumeaux. On a eu ce cas déjà. Oui, on va parler des siamois. On n'a pas assez de temps, docteur. On n'a pas assez de temps. Qu'est-ce qu'il fallait par rapport à cette dame qui a eu cette grossesse multiple? Qu'est-ce qu'il fallait en Guinée? Je vous dis, la surveillance peut se faire normalement, mais tout le gros problème, c'est à la naissance, la prise en charge des bébés. Ça, ce n'est plus un problème gynéco-obstétrical, c'est un problème de néonat. C'est deux spécialités différentes. Nous surveillons ces femmes-là. On garde les bébés dans la couveuse naturelle qui est dans la mère jusqu'au stade où on peut. Et au moment où on peut les sortir sans risque, et une fois qu'arrivé ce stade, on sort, on les remet au néonat. Donc, s'il n'y a pas un service de néonat, la prise en charge effective commence. C'est eux qui vont continuer maintenant à les élever. Je vous dis, il y aura deux groupes, il y en a qui seront autonomes, c'est moins cher. Et son évacuation au Maroc rapidement avant de prendre, parce qu'il y a des appels qui ont commencé, elle doit rester là-bas pendant combien de temps? Parce que c'est important. Est-ce qu'elle doit rester pendant 6 mois au moins? Tout dépendra de quand est-ce qu'on va extraire les bébés. Je vous ai dit, il faut les pousser le maximum possible dans le ventre de leur mère, en les surveillant pour voir s'il n'y a pas parce qu'il y aura un plus gros, un plus petit. Il faut que le plus petit grossisse le maximum parce que le problème de poids est important. L'âge et le poids. Il faut que son poids soit, je vous dirais que le plus petit bébé né, il doit avoir 470 grammes. Il est né à une plus grosse prématurité. Et ça a été en Allemagne qui a survécu. Mais à la limite, lorsque ils n'ont pas atteint 500 grammes, c'est déjà compliqué. Donc il faut pousser le poids au maximum, ne pas que les bébés souffrent. Et voilà, donc une fois qu'on arrive à cet équilibre-là, à un moment donné, on va décider, parce que le ventre de la mère aussi va grossir, ne va pas grossir ad aeternam. À un moment donné, l'utérus de la femme, c'est fait pour un seul bébé. S'il y en a 5, il ne peut pas. À un moment donné, elle ne pourra plus supporter. Ça va déclencher le travail. Et le gros risque aussi, c'est de laisser cette femme accoucher par voie basse. Les gros prématurés, ce n'est pas une indication de les faire accoucher par voie basse. En tout cas, ça sera une opération. Il faut programmer cette opération au moment opportun, sortir les bébés à un moment où ils sont Ces bébés doivent suivre un régime spécial? Ah, mais bien sûr. Je vous dis, il y en a qui seront autonomes. C'est-à-dire qui ont le reflet de déglutition, qui peuvent téter avec beaucoup de choses, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas. En tout cas, les téléspectateurs ne nous laissent pas. Il y a déjà un en ligne, après plus de 10 appels. Allô, bonjour. Oui, vous êtes déjà à l'antenne. Vous pouvez poser votre question. Allô. Allô. Oui,
Oui, je suis obligée, je vais devoir vous raccrocher, nous sommes désolés. Lorsque vous appelez dans cette émission, dites-moi tout, docteur, c'est en direct. S'il vous plaît, éloignez-vous de votre poste téléviseur pour nous permettre de vous entendre, parce que vous ne pouvez pas nous écouter en même temps la voix à la télévision. Donc, s'il vous plaît, éloignez-vous. Si vous voulez nous appeler, je prends un deuxième téléspectateur. Allô, bonjour, vous êtes à l'antenne. Allez-y, posez votre question. Allô, bonjour. Posez votre question, nous vous entendons, madame. Je voudrais prendre le numéro du docteur, s'il vous plaît. Ok, nous allons vous remettre le numéro juste à la fin de l'émission. Pour l'instant, si vous n'avez pas de questions, oui. Vous n'avez pas une autre question? Non, non. Merci beaucoup, madame. En tout cas, suivez l'émission. Vous aurez le numéro à la fin de cette émission. En attendant, continuez à nous appeler. Je vais continuer avec vous, docteur. Mais je suis désolée, on va prendre les téléspectateurs parce que c'est la deuxième partie de l'émission. Okay. Et les téléspectateurs doivent appeler pour pouvoir poser les questions et apporter leur grain de sel. Bonjour, vous êtes à l'antenne. Quelle est votre question? Bonjour, ma question est la suivante. Je voudrais savoir si exactement la femme a été déjà évacuée, on le sait déjà au Maroc. Est-ce que l'hôpital qui a accueilli la femme a déjà déclaré qu'ils sont capables vraiment de s'occuper de la femme? La femme peut rester au Maroc, actuellement là où elle est. Et bien évidemment, en tout cas, merci pour la question. Et si l'hôpital n'était pas en tout cas capable, on n'allait pas évacuer, docteur. Il disait qu'est-ce que l'hôpital était capable. Généralement, on demande toujours l'avis de l'hôpital avant l'évacuation. Tout est bien contrôlé, suivi avant l'évacuation. Rien n'est fait au hasard. Sinon, on aurait gardé la femme, en tout cas ici. Bonjour, chers téléspectateurs. Vous êtes en direct dans l'émission. Vous pouvez poser votre question. Oui, ma question est la suivante. Allez-y. Oui, allez-y. Malheureusement, lorsque vous appelez en tout cas en direct dans cette émission, docteur, je crois qu'ils doivent poser directement leurs questions. Continuez en tout cas à nous appeler sur la télévision nationale guinéenne. Aujourd'hui, nous parlons de la mortalité maternelle et en même temps du dossier des quintuplés. Allô, bonjour, vous êtes à l'antenne. Quelle est votre question? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne. Vous pouvez poser votre question. Alors, ma question est de savoir... Allez-y. Oui, une femme enceinte, comment on peut intervenir? Comment on peut faire l'intervention en cas de maladie interne? La question n'est pas trop bien précise, docteur. Je ne sais pas si vous avez compris. Si j'ai bien compris, je vais poser la question peut-être comment on peut opérer une femme enceinte? Peut-être. Pour autre chose qui ne soit pas liée à la grossesse. Allez-y, docteur. Effectivement, on peut opérer une femme enceinte qui fait une crise d'appendicite aiguë. On va l'opérer. On l'opérera et normalement, ça ne doit pas agir sur la grossesse, mais il y a toujours des risques. Il y a toujours des risques d'entraîner soit une fausse couche ou soit de mettre un accouchement prématuré. Ça, c'est lié, on ne peut pas dire. Mais lorsqu'une femme a une pathologie qui ne soit pas liée à la grossesse et qui soit une urgence, on est obligé de faire face à cette pathologie. Par contre, on peut aussi opérer les femmes enceintes pour des choses liées à la grossesse. Je vous parlais tout à l'heure de grossesse monozygote, c'est-à-dire lorsqu'il y a le syndrome transfuseur-transfusé. Aujourd'hui, on les opère. On intervient et on va essayer de coaguler les vaisseaux qui unissent les deux pour séparer les deux circulations sans que la grossesse ne soit interrompue. Bon, mais le gros risque, c'est vrai qu'il faut le reconnaître, il y a des risques d'interruption qui sont très élevés d'ailleurs de la grossesse, qui vont jusqu'à 20%. Mais lorsqu'on y arrive, ça marche et la grossesse évolue. Tout récemment, il y a en Angleterre aussi, on parle d'ailleurs que c'est un bébé qui est né 2 fois, où un monsieur est intervenu sur une grossesse, où il est allé opérer le bébé qui avait une tumeur au niveau coccygène. Il a opéré pendant la grossesse et il a refermé.
En tout cas, moi, je vais un peu pas amender, mais poser une autre question similaire un peu. Comment une grossesse doit être bien suivie jusqu'à la fin, jusqu'à l'accouchement, pour un accouchement normal? Comment les femmes doivent prendre soin de leur grossesse jusqu'à la fin? Mais c'est très très bien votre question, madame. Elle est fondamentale. D'abord, chez nous, il y a un problème qui se pose. Les femmes ne retiennent pas la date de leur dernière règle. Tout commence là. Il faut que toutes les femmes retiennent les dates de leur dernière règle. En tout cas, il y a l'ignorance des jeunes femmes parce qu'il n'y a pas, cette information avec leur maman. Voilà. Il n'y a pas cette discussion. Oui, mais c'est une formation à l'école. Tout ce qu'on doit là, intégrer en principe. Il faut aller jusqu'à l'école. Il faut faire l'éducation sexuelle depuis l'école. C'est des questions taboues. Voilà. Donc, une femme doit connaître la date de ses dernières règles. Le premier signe d'une grossesse, c'est que les règles disparaissent. Une fois que les règles disparaissent, 1 mois, il faut aller voir quelqu'un. Rapidement, 2 mois, on diagnostique si c'est une grossesse. À partir du moment où on a diagnostiqué cette grossesse-là, on commence les surveillances à partir de 12 semaines, 3 mois. Donc la femme doit venir régulièrement à l'hôpital. Après chaque 3 mois? Non, ça dépend. Ailleurs, c'est chaque mois. Chez nous, ici, les CPN sont bien organisés. Lorsque vous allez dans les centres de santé, on va vous dire les suivis de grossesse, comment ça se passe. Il faut aller régulièrement dans les centres de santé, faire suivre la grossesse. C'est une échographie, on fait ça? On fait au moins 3 échographies. Il faut la première échographie qui est importante, ce que je disais tout à l'heure chez la dame qui a ses 5 bébés. C'est la première échographie permet de savoir si c'est une seule grossesse, si c'est une grossesse multiple et quel type de grossesse multiple. C'est important. Est-ce que c'est des bébés qui sont dans la même poche ou pas dans la même poche? En tout cas, à ce stade-là, on peut connaître exactement le nombre de grossesses. C'est plus difficile pour des grossesses avancées. Lorsque vous avez une femme qui a des quintuplés, qui vient vous voir à 7 mois, où il y a des bébés partout, des têtes partout, des fœtus partout, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident en premier abord. Donc, c'est la première échographie qui doit se faire vers 12 semaines. Et une fois qu'on fait la première échographie, la dame doit suivre régulièrement chaque mois. Il y aura une deuxième échographie qu'il faut faire vers 18-22 semaines. Cette échographie permet de voir un peu la morphologie des bébés, tout ça et tout. Et une troisième échographie vers 35 semaines qui évalue aussi le bébé, son poids, sa présentation et tout. Donc il faut un minimum de 3 échographies. Il faut un suivi régulier pour là où c'est possible. Chaque mois que les femmes viennent se faire suivre, il y a en plus de cela, il y a des prélèvements sanguins à faire, il y a des contrôles à faire et tout. Donc, beaucoup de femmes, en tout cas, selon nos informations, fuient les hôpitaux à cause des moyens financiers. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit là tout à l'heure. Les causes de mortalité maternelle et infantile ne sont pas les mêmes en Europe qu'en Afrique. Nous parlons spécifiquement de la Guinée. Oui. Vous avez une ONG, vous êtes également spécialiste en sexualité, échographie et tout. Et votre ONG, qu'est-ce qu'elle fait pour aider ces femmes? Je vais dire quelque chose d'abord d'important avant d'aller. Dans les facteurs favorisants de la mortalité maternelle, c'est la pauvreté. C'est ce qui fait que dans les chiffres que vous avez donnés, 99% sont dans les pays en voie de développement. C'est lié à la pauvreté. La pauvreté qui les empêche de se faire suivre. Il y a aussi les médecins qui sont vraiment un peu durs, entre parenthèses. Vous savez, c'est difficile, la profession médicale. Et être gynécologue accoucheur dans nos pays, c'est difficile. Il faut le reconnaître. C'est pour cela que moi, mon ONG, vous le dites, je lutte contre la mortalité maternelle. J'aide les femmes comme je peux. Je leur fais des échographies gratuites et tout. Mais, par contre, lorsque j'apprends qu'une femme est décédée, je vais voir. Je demande pourquoi elle est décédée. Je demande une enquête. Pourquoi? Vous l'avez fait, vous êtes 1 sur 1000. Oui, mais je vous dis, c'est important. Parce que lorsqu'on fait d'abord une femme, je vous dis une femme qui décède en couche, c'est une personne saine qui décède. Normalement, notre législateur devait prendre une loi, dire que toute femme qui décède pendant le travail, on doit faire une enquête systématique. On doit saisir le procureur de la République pour faire une enquête systématique. Ceci est important, madame. Ça permet
soit de dire les médecins ne sont pas fautifs. Avant là-bas, je parlerai des médecins. L'échographie, ça coûte combien, docteur? L'échographie, cette dame qu'on a vue à la télé a dit que ça coûte 240 000 francs. C'est énorme, là, oui. Mais ça aussi, je vous dis, c'est l'organisation, c'est le système de santé. On devrait d'abord favoriser l'échographie. Je vais vous répondre à cette question. Ailleurs, les taux, c'est universel, c'est uniforme. C'est le ministère qui décide, ou c'est, je ne sais pas, c'est décidé quelque part qu'une écho en Guinée doit coûter tel partout. On espère que votre ONG va aider en tout cas le ministère à sûr, stabiliser les prix dans ce sens. Nous allons prendre un téléspectateur. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom et le nom de votre quartier? Ma question est que... Allô? Oui, allez-y. Je suis à Kindia. Allô? Oui, allez-y. Vous êtes à l'antenne? Ah ouais, je suis à l'antenne. Quel est votre nom? C'est Seydou Barry. Oui, Barry, posez votre question. Alors, on n'a pas assez de temps. Ma question est que si une femme est séropositive, est-ce que quand elle s'accouche, elle ne va pas contaminer son bébé? Barry, c'est compris. Est-ce qu'une femme enceinte, lorsqu'elle accouche, elle ne va pas contaminer le bébé? C'est une très bonne question. Si elle est séropositive. Très bonne question. D'abord, ce que je dirais que un facteur favorisant la mortalité materne au facteur qui existait, c'est ajouter le VIH. Donc, ça a encore aggravé la situation. Ce qui est une très bonne question. Si une femme est séropositive, si elle a été diagnostiquée très tôt, elle va dans le centre de santé le plus proche. Elle a des médicaments, on lui donne ces médicaments, ces antirétroviraux, qu'elle prendra régulièrement pendant la grossesse. Elle a toutes les chances, si elle accouche dans un service où la prise en charge est normale, elle peut accoucher d'un bébé qui n'est pas contaminé du tout. Si on respecte les règles et tout. C'est clair. Le taux de contamination mère-bébé qui était très élevé, avec tous les traitements que nous avons eus, a chuté complètement. Donc il y a toutes les chances qu'elle puisse faire un bébé qui ne soit pas contaminé. Ce qui veut dire qu'une femme séropositive peut avoir un bébé normalement. Voilà, si elle suit les traitements qu'il faut et elle se fait suivre correctement et elle se fait accoucher dans un endroit où il y a des précautions à prendre. En Guinée, à Conakry, ça se passe où ce traitement? C'est dans les hôpitaux ou... En Guinée, ça c'est très bien organisé parce que moi je travaille en privé, mais tous les cas que je diagnostique, je les envoie à l'hôpital, à Cancan. Il y a une dame qui s'occupe de ça, un médecin qui prend ces femmes en charge, et correctement d'ailleurs. Ils ont leur traitement, ils ont leur suivi normalement. Il n'y a vraiment pas de problème. En tout cas, restez avec nous, chers téléspectateurs, pour avoir le numéro de docteur juste après l'émission. À la fin de l'émission, j'allais dire. Vous êtes à l'antenne, chers téléspectateurs. Quelle est votre question? Quel est votre nom d'abord, j'allais dire? Allô? Oui, allô? Vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Je m'appelle Kamar Lansana. Je suis journaliste. Je vais poser une question là à docteur. Allez-y, on n'a que 5 minutes. Allô, camarade? Camarade? On n'arrive pas à vous entendre. Je vais prendre un autre téléspectateur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Quel est votre nom? C'est Bachir Diallo. Oui, Bachir, quelle est votre question? Ma question est la suivante. Ma femme, elle est en 3e trimestre. Je me demande le fait de me voir avec ma femme. Est-ce que ça ne pourra pas avoir de complications au niveau de l'accouchement? On n'a pas bien saisi votre question. Est-ce que vous pouvez reprendre Bachir? Je dis, ma femme est à la 3e trimestre. Le fait de me voir avec ma femme au lit, est-ce que ça ne va pas causer des problèmes au niveau des accouchements? La question, elle est saisie. Oui, j'ai bien compris. Sa femme, 3e mois de grossesse, est-ce qu'elle peut continuer à entretenir les rapports? Elle a dit 3e trimestre. 3e trimestre. C'est-à-dire, voilà, elle a dépassé 6 mois. Il n'y a aucun risque. Si votre femme ne souffre de rien, elle n'a pas mal, elle n'a pas de menace, il n'y a aucun Docteur, on n'a souci. que 4 minutes maintenant. Et d'ailleurs,
les vieilles pratiques disaient que c'est une chose très efficace pour mettre le travail en route. Donc une femme qui a une grossesse qui se prolonge, et si elle se voit avec son mari, ça favorise d'ailleurs de mettre la grossesse en route. En tout cas, pas de crainte. Donc, Bachir l'a souci entendu. On prend un autre téléspectateur, un dernier, je crois. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, vous nous appelez depuis Mali, je crois. Quel est votre nom? Bonjour, je téléphone du Mali. Oui, oui, je sais. Vous nous appelez. Quel est votre nom? Maïga Abdoulaye. Maïga, quelle est votre question, Abdoulaye? Bon, ma question est de savoir, est-ce que les méthodes contraceptives, les méthodes contraceptives aussi ne sont pas à la base de la multiplication des bébés, notamment les prix de consorts? Les contraceptifs, c'est ce que vous voulez dire? Il est parti, mais si j'ai bien saisi la question, est-ce que les contraceptifs, ou peut-être il veut parler de médicaments, ne sont pas à la base des grossesses multiples? Je crois qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Non, pas du tout. Les contraceptifs ne sont pas à la base de grossesses multiples. Au contraire, les contraceptifs bloquent l'ovulation. Ils bloquent l'ovulation, ils font qu'il n'y a pas d'ovulation, donc pas de fécondation. Hein? En tout cas, ils ne sont pas du tout en aucun cas. Peut-être que d'ailleurs, après les contraceptifs, il peut y avoir en ovulation. Il y a des femmes qui vont avoir des cycles où elles n'ovulent plus. Elles sont obligées de revenir nous voir pour qu'on entende une induction médicamenteuse de l'ovulation pour qu'elles puissent procréer si elles en veulent. En tout cas, le planning familial, ça rentre dans tout ce cadre. Voilà. Il ne reste qu'une minute, docteur. On va plus prendre de téléspectateurs. On va continuer juste avec vous pour votre dernier mot dans le cadre des solutions pour la lutte contre la mortalité maternelle. Pour la lutte contre la mortalité maternelle, je crois qu'il y a deux grands groupes. Il y a des problèmes purement médicaux qu'il faut régler par la formation, par la réorganisation au niveau des hôpitaux, par l'équipement des hôpitaux, par la formation continue. Moi, j'ai dit tout récemment, je vais vous surprendre peut-être, lorsqu'il était question de fermer l'hôpital d'Onka, j'ai écrit une lettre au président de la République, mais je ne suis pas sûr qu'il l'ait reçue. Une minute, on n'a qu'une minute. Voilà, je lui ai demandé qu'on crée un grand hôpital de campagne en plein centre Conakry, style préfabriqué. C'est ce qui est en train d'être fait. Bon, l'hôpital d'Onka. Pour faire accoucher uniquement les femmes en faisant appel à des experts, peut-être cubains, qui viennent nous aider, qu'on fasse que des accouchements et des césariennes dans ce centre préfabriqué en plein centre de Conakry et profiter pour former en même temps avec ces gens-là, nos médecins, les surformer, les infirmières, les sages-femmes, les préparer pour réintégrer le nouvel hôpital qui va être mis en place. Parce que si ce nouvel hôpital est mis en place et qu'on remet les mêmes personnes qui manquent de formation, qui manquent de... ça risque d'avoir les mêmes conséquences. Donc, merci en tout cas, docteur, pour votre cri de cœur. Je crois que peut-être le président de la République vous entend en direct même dans cette émission. Merci en tout cas, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Merci pour vos multiples participations. Restez avec nous, les informations continuent sur la télévision nationale guinéenne. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons eu comme invité Dr Sidibé Mandiouf Omoro. Il est gynécologue et accoucheur, spécialiste questions gynécologie, échographie, sexualité et stérilité. Votre question, votre numéro rapidement à l'antenne avant de clôturer l'émission. 622 36 79 09. 36 79 09. 622 36 79 09. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous.